Reprise de l'audience. Merci. Alors, nous recevons maintenant Mme Nadine Vollant, qui est directrice des services sociaux et ITUM. Vous allez tout nous dire c'est quoi. Je vous laisse le faire. L'organisme qui représente les communautés Innu, Uashat et Manioutenam, ainsi que Mme Elena Grégoire-Fontaine, qui est chef de service à l'application des mesures de protection de la jeunesse au même endroit. Bienvenue, mesdames. Alors, durant votre témoignage, vous allez vraiment nous éclairer sur la réalité quant à la dispensation des services aux enfants et aux familles dans les communautés, ainsi que des pistes de solutions puis des stratégies pour mieux répondre aux besoins des enfants autochtones. Encore une fois, bienvenue. Avant de vous laisser la parole, je vais demander au greffier de vous assermenter, s'il vous plaît. Madame Vollant, affirmez-vous solennellement que le témoignage que vous allez rendre sera la vérité, dites je l'affirme. Je l'affirme. Madame Grégoire-Fontaine, affirmez-vous solennellement que le témoignage que vous allez rendre sera la vérité, dites je l'affirme. Je l'affirme. Merci. Mesdames, la parole est à vous. Merci. On a reçu votre PowerPoint. Donc, je vous ai fait une courte présentation pour faire une introduction de ce qu'on pourra discuter pendant notre échange aujourd'hui. Le plan de la présentation actuelle va porter courtement sur le mémoire d'ITUM, les effets des commissions sur les organisations provinciales, le positionnement du Québec concernant le renvoi à la Cour d'appel du projet, pas du projet de loi, mais du bien de C-92, l'égalité et de l'équité des services de protection de la jeunesse et préventif, l'impact des modifications législatives, la gouvernance, les enjeux et les pistes de solutions et nos recommandations. Pour commencer, je tenais aussi à vous dire, vous m'avez dit ITUM, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Inuit-Ekweken. C'est le nom de l'organisation qui représente la communauté, deux communautés, une à Uashat, qui est en milieu urbain, et une à Manioutenam, qui est à 14 km de cette île, qui est une seule et unique communauté. Nous avons déposé un mémoire à la commission en décembre dernier. Donc, vous avez pris connaissance de ce mémoire-là et des recommandations que nous vous avons émises. L'autre point suivant, je tenais à vous dire, ça c'est un commentaire, puisque moi je suis une praticienne de longue date en protection de la jeunesse et j'ai quand même eu de l'expérience par rapport aux relations ou aux effets qu'on a avec les instances avec qui nous travaillons dans le domaine de la protection. Et je peux vous dire que j'ai constaté un effet immédiat lorsqu'il y a des commissions, que ce soit une enquête systémique, que ce soit la commission vient et maintenant la commission pour le droit des enfants en protection de la jeunesse. C'est sûr que les impacts que nous, on observe, c'est qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, il y a de la collaboration, sauf que ce que je tenais à dire par rapport à ça, c'est que moi, j'apprécierais que ce type d'ouverture-là soit là tout le temps. Donc, c'était mon propos. Pardon? Prendrait une commission permanente. Non, moi, je pense que ce serait bon qu'il n'y en ait pas nécessairement de commission puis que les gens soient là et fassent. C'est ça, dans la confiance. Donc, c'était le commentaire que je voulais vous faire et que je tenais puisque je l'ai observé concrètement. Concernant la prochaine diapositive, ça concerne le positionnement du Québec concernant le renvoi à la Cour d'appel de la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations inuites et métisses. Pour résumer, là, c'est 92. C'est sûr que nous, ce que moi j'en comprends, c'est que ce que je comprends de la situation, c'est que le Québec veut maintenir le droit de décider pour nos enfants, mais par contre, quand vient le temps d'offrir des services, on se bute souvent à des obstacles d'ordre financier. Il reste que on peut pas juste
vouloir décider pour les enfants, mais il faut aussi être ouvert à ce que tous les enfants du Québec, y compris les enfants autochtones du Québec, reçoivent les mêmes services de manière équitable et que ce ne soit pas des enjeux financiers qui font en sorte qu'il y a des enfants qui ne reçoivent pas de services ou on se bute à des retards qui font en sorte que les situations se détériorent. C'est sûr que quand vient des enjeux de financement, il y a des règles qui émanent de ça. Ça veut dire que les règles que nous connaissons quand que nous avons à transiger avec les instances provinciales qui ne maîtrisent pas ou ne connaissent pas ou que les informations ne sont pas descendues, fait en sorte que nous rencontrons des difficultés de collaboration et ça crée des frictions entre nos services, ce qui ne devrait pas exister selon moi. C'est quand même des enjeux qui sont assez importants. Je dirais la prochaine diapositive que je présente, c'est l'égalité et l'équité des services de protection, de protection et préventif. La question à se poser, c'est est-ce que l'application indifférenciée est la solution? Moi, je suis désolée de vous dire que non, c'est pas la solution. Je vais vous montrer un petit peu plus loin pourquoi c'est pas la solution. C'est parce qu'on a des manières de faire qui sont différentes et parfois, les manières qu'on a actuellement ne répondent pas nécessairement aux familles. L'adaptation puis la mise à niveau et l'accessibilité des services nécessaires aux Premières Nations, ça implique aussi un travail pas seulement pour les communautés, mais ça implique aussi un travail de toutes les instances qui comprend les ministères et toutes les organisations qui œuvrent auprès des enfants. C'est sûr que, tu sais, il y a des tentatives d'adaptation, puis pour moi-même avoir été et participer activement à certains comités comme le Comité des projets de vie des enfants des Premières Nations du Québec, c'est sûr que ce que je constate, c'est qu'on a une vision très différente et on ne voit pas encore les résultats et des travaux qui durent et qu'on n'a pas encore vu le cadre sortir. Moi, je le mentionne parce que pour moi-même, avoir participé 30 ans à un comité, je trouve quand même assez aberrant qu'après toutes ces années-là, on soit encore en attente de certaines orientations. Puis on en parle comme s'il était déjà là. Moi, c'est le propos que j'aurais à vous dire par rapport à ça. C'est sûr, il y a une autre chose que je tiens aussi à préciser, c'est toute la nécessité d'avoir les données statistiques concernant nos populations. C'est une nécessité qui est essentielle, et ce, pour être en mesure de bien cibler les besoins de nos populations. Par contre, malgré un effort que l'on fait pour avoir ces données-là, elles ne sont pas toujours accessibles et même, je vous dirais qu'elles sont contrôlées par les instances en nous disant souvent que peut-être qu'il y aurait des enjeux d'interprétation. Moi, je me dis, si on veut être en mesure, les populations autochtones, de pouvoir cibler les bonnes actions, il faut aussi avoir les bonnes données. Par la suite, je continuerai avec les impacts des modifications législatives. Je vais laisser ma collègue poursuivre. Okay. Comme vous le savez, au niveau des Premières Nations, dans les communautés, la LPJ s'applique également, comme pour tous les enfants du Québec. Par contre, on peut se poser la question à savoir, on doit appliquer la même loi, mais est-ce que nous, on a les mêmes moyens, justement, pour parvenir à répondre aux besoins de notre population dans les faits? Un exemple que je pourrais vous donner concrètement et rapidement, c'est le système PIGE. PIGE, nous, à Ouachat-Maliotenam, les cadres, on n'a pas d'accès cadre. On a des accès très limités là, qui nous empêchent justement d'avoir accès rapidement à des données. On doit faire des recherches. En tout cas, ce serait vraiment complexe à vous expliquer, mais il faut que je fasse des recherches dans des bases de données où tous les noms des enfants apparaissent au lieu de pouvoir cibler un enfant directement dans le système. Ça, ce que ça l'occasionne, c'est que moi, je dois connaître, et c'est un côté positif, vous me direz, j'en reconnais, je dois connaître tous les enfants par leur nom suivis en protection de la jeunesse à Ouachat-Maliotenam. On en a 208 en date d'hier. C'est très positif, mais reste que c'est pas très efficace. Tu sais,
Aussi, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est qu'on est aussi parfois exclu, vu qu'on n'est pas employé, mettons, d'un CIS ou d'un CIUS. S'il y a des rencontres de cadres ou des choses comme ça, ben on ne reçoit pas l'information au même moment que les autres cadres parce que nous, on travaille pour une autre instance qui est notre conseil de bande, Inno-Tegwegen. Donc, nous, on doit attendre que souvent l'information descende soit aux intervenants ou encore qu'on ait une coordination autochtone qui se déroule 4 fois par année à ce moment-ci. Fait que ça fait en sorte que l'information pour les enfants autochtones n'est pas rendue au même moment, peut-être que pour les enfants de la province. Fait que c'était des exemples concrets que je voulais donner. Je voulais aussi vous amener au niveau de l'alourdissement de la pratique et de la lourdeur pour les intervenants. Ça, je trouvais ça très important, moi, de vous en parler, parce que ce que je constate au niveau des changements législatifs, tout ça, il y a des changements qui se font. C'est très positif et nécessaire, j'en conviens. Je ne remettrai jamais ça en cause. Par contre, ce que je vis avec mes intervenants dans le quotidien, c'est que souvent, on veut améliorer la pratique, mais jamais en pensant à optimiser le travail des intervenants. Fait qu'on alourdit, on rajoute des tâches, on leur en demande toujours plus, mais on ne leur enlève pas nécessairement de travail. Bien, on ne prend pas en considération qu'ils ne réussiront peut-être pas à répondre à la tâche ou à la demande qui leur est demandée. Puis ça, bien, ça a un impact direct sur le service. Donc, la quantité versus la qualité, bien, moi, j'aimerais qu'on priorise la qualité du service. La gouvernance, on entend beaucoup parler, l'autodétermination, la gouvernante, les enjeux, les obstacles. C'est sûr que moi, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas une communauté qui rêve que les conditions de leurs enfants s'améliorent. On rêve grand, on rêve très grand pour nos enfants. Donc, on est très sensible à élaborer des choses qui vont faire en sorte que nous puissions développer des pratiques qui vont leur être à la hauteur de leurs besoins. C'est sûr, si la vraie question, est-ce que nous croyons-nous aux compétences des communautés? Voulons-nous travailler ensemble pour améliorer la situation des Premières Nations? Je pense que c'est une question quand même assez importante à se poser. Puis ça, c'est un travail de collaboration. Effectivement, nous, on pense que, justement, d'avoir une gouvernance en matière de protection de la jeunesse, ça pourrait permettre, justement, d'enrayer la surreprésentation des enfants des Premières Nations au niveau de la protection de la jeunesse. On pense aussi que ça permettrait aux communautés de prendre des décisions qui sont beaucoup plus centrées sur les besoins de leurs enfants, répondre aux besoins culturels, aussi au niveau des placements, tout ça, qui pourrait y avoir davantage une cohérence dans l'intervention face aussi aux attentes de la communauté et tout ça. On pense aussi que être maître chez soi, bien, ça peut nous responsabiliser et ça pourrait aussi favoriser l'implication des communautés face à justement leurs propres enfants. Un objectif commun autour duquel la communauté est prête à se mobiliser. C'est sûr que, tu sais, il faut comprendre, puis je ne reviendrai pas pour ce qui s'est dit précédemment, toute la représentation que représente la protection de la jeunesse dans les communautés. C'est pas très positif. C'est sûr que, tu sais, trouver un objectif commun pour s'assurer, tu sais, du respect des droits des enfants. Nous avons travaillé à préparer un plan stratégique, en tout cas pour ce qui est de la communauté de Ouachat. Nous faisons des consultations communautaires à cet effet et le message qu'il faut retenir ici, c'est que nous sommes les gardiens de nos enfants. C'est ce que nous voulons pour nos enfants et dans cette perspective-là, c'est sûr que, tu sais, il faut faire une réflexion et nous, on travaille étroitement avec des chercheurs. Puis quand on parlait d'adaptabilité tantôt, est-ce qu'on peut adapter? Ici, c'est une belle illustration qu'il faut que les experts, pour nous, ceux qui sont considérés comme experts, ce sont les familles, les enfants et les membres de notre communauté. Nous travaillons avec des chercheurs qui documentent des pratiques parentales, la guérison dans le territoire, des pratiques éducatives. L'implication de ces acteurs-là sont essentielles pour s'assurer de trouver des solutions qui reflètent la réalité et les besoins de nos membres. Effectivement, si on regarde ici, pour vous donner un exemple concret, dans les faits, pour les Inuits d'Ouachat-Maliotenam, puis dans le fond, le pictogramme, si je peux vous dire, émane des données de recherche qui ont été faites au sein de la communauté. Donc, c'est vraiment des membres de la communauté. C'est la vision
de la protection de la famille pour les membres de notre communauté de Ouachita-Maliotenam. On commence par le Nitassinan, qui est comme à l'externe. Le Nitassinan, c'est le territoire. Il doit être inclus dans tout ça. Niganash, c'est les membres de la famille. Par la suite, on va au centre Ouassat. Ouassat, c'est les enfants. Puis les 4 axes qui ont été déterminés, c'est des pratiques d'intervention respectueuses de nos valeurs et de nos cultures, tous ensemble responsables de nos enfants, grandir en étant fiers d'être Inuits, des enfants engagés, écoutés et respectés. C'est comme ça que la communauté perçoit la protection de ses enfants. Oui. Puis on s'entend ici que la protection des enfants, c'est pas juste le système de protection, mais c'est tous ceux qui œuvrent auprès des enfants. Donc, une politique qui va englober l'ensemble de la communauté. Ici, c'est sûr, comme je disais tout à l'heure, les experts sont les premiers. Puis dans l'illustration que je dois dire, c'est qu'on a des manières de faire qui sont très différentes. Moi, si je fais une référence avec le réseau québécois, ben, tu sais, on va s'asseoir à des tables d'experts. J'ai déjà assisté à des comités, puis on descend ça des ministères vers le bas, vers nos populations. Nous, on a une manière très différente de travailler. Les experts, bien, c'est ceux qui vivent les situations et les experts sont à notre service. La recherche est à notre service pour être en mesure de pouvoir documenter des pratiques puis d'être en meilleure réponse aux besoins de nos gens. Sur ce, nous faisons un cours de courtes recommandations, puisque déjà dans le mémoire, on a recommandé des choses pour Inuit-Téquéken. Donc, nous terminons en vous disant que nous recommandons que les recommandations du mémoire d'Inuit-Téquéken soient soumises au gouvernement afin que des actions concrètes soient réalisées pour améliorer les conditions et les accessibilités de services offerts aux enfants Inuits, que le gouvernement du Québec réponde aux appels à l'action de la CERP concernant la protection de la jeunesse, que le gouvernement du Québec s'implique activement dans l'amélioration des conditions des enfants autochtones en donnant accès aux services auxquels tous les enfants du Québec ont accès, que le gouvernement du Québec retire son renvoi à la Cour d'appel pour le C-92. Je vous remercie. Merci. Alors, on va débuter la période de discussion avec Leslie Hill. Excuse-moi, c'est... Pourquoi je t'ai fait un mauvais coup comme ça? Je suis donc bien pas fine, Hélène. Puis vous m'avez... c'est ça. Alors, Hélène David, désolée. Oui, merci beaucoup. Il y a une photo qu'on aime beaucoup, ou en tout cas une représentation des boîtes sur lesquelles sont debout des enfants. Et puis l'enfant, on peut imaginer, autochtone, a besoin de 2 boîtes en dessous, puis un autre une boîte, puis la plus grande fille n'a pas besoin de boîte. C'est ce qu'on appelle l'égalité réelle. Et c'est un concept qui m'apparaît tellement, tellement important et pertinent pour tout ce que vous dites, en fait. Et vous avez commencé, Mme Volant, que je salue, en disant tous les enfants du Québec doivent recevoir les mêmes services, y compris donc les enfants autochtones. On parle d'égalité réelle, mais justement, dans votre 3e recommandation, les conditions des enfants des Premières Nations devraient être les mêmes que toutes les conditions des enfants ailleurs ou qui ne sont pas des Premières Nations. On vient d'en parler avec le ministère, on a parlé des suicides au Nunavik, on parle de conditions très différentes d'une communauté à l'autre. Comment ça se fait, d'une part, que c'est à ce point inégal et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ce seraient vos recommandations les plus immédiates? Je vais répondre à une partie. Je pense que ma collègue aura d'autres réponses peut-être qui pourraient suivre. Moi, je pense que c'est sûr que, tu sais, quand on pense aux enfants autochtones, il faut s'assurer d'offrir peut-être des services qui sont d'autant plus pointus ou plus grands considérant leur vulnérabilité. On s'entend qu'il y a tout le contexte historique de ces enfants-là qui sont encore très présents. Aussi le contexte que la protection de la jeunesse et l'impact que les relations que les systèmes provinciaux ont sur les communautés ne sont pas très positives. Donc, déjà là, on voit que ça peut faire en sorte qu'il y ait des retards, puisque dans les faits, les gens sont très, je te dirais, très
comment je pourrais dire donc? Pas inquiet, là, mais suspicieux de l'intervention des services auprès de leurs enfants. Donc, on doit faire un petit plus. Hein, faire de l'accompagnement. Peut-être des choses qu'on ne voit pas nécessairement puis dans la pratique. Par contre, je pense que c'est une nécessité. Je pense qu'il y a des exemples de la pratique qui pourraient être des belles illustrations que ma collègue pourrait vous donner. Dans les faits, nous, concrètement, dans la pratique, là, j'imagine que c'est là où est-ce que Nadine, Mme Volant, souhaite que j'y aille. Nous, dans notre façon d'intervenir avec les familles, souvent, on s'est buté à des incompréhensions aussi là, de nos collègues partenaires du CIS, ou justement parce que nous, on appelle ça faire le petit plus. C'est-à-dire qu'on peut faire avec les gens, on peut faire les gens. Nous, au début de l'intervention, on va faire beaucoup avec les gens parce que, justement, ils sont rendus là, ils ont besoin de ça. Puis, ça peut être perçu comme, justement, faire à la place des gens, alors que dans les faits, on les amène à pouvoir éventuellement être capable d'être plus autonomes à faire leurs choses. C'est très important pour nous de nous adapter à ça, puis de ne pas percevoir ça comme justement une faiblesse du parent ou encore une non-volonté du parent à vouloir se mettre en action. C'est juste peut-être qu'à ce moment-là, la marche est trop haute pour le parent, puis il faut le reconnaître, puis il faut adapter, nous, notre intervention à ça. Tu sais, puis c'est triste, mais c'est sûr que nous, on doit s'adapter à ça. Puis on le fait avec bon cœur, puis les intervenants sont vraiment très ouverts à ça, ceux qui travaillent pour nous. C'est juste dommage que des fois, c'est perçu comme palier pour le parent, quand on a des discussions, là, mettons. Fait que ça, c'est sûr que nous, on a vraiment une sensibilité à ce niveau-là. T'sais, je pense qu'il faut effectivement que les services soient accessibles aux enfants aussi. On n'est pas, Madame Volant me dit souvent, on n'est pas sur une île déserte, là, à Ouachat-Maliotenam, là. Il y a des services qui sont offerts, des services de deuxième niveau, à l'hôpital, tout ça. Bien, il faut que les services soient accessibles, qu'on puisse y avoir accès rapidement, qu'on vienne d'une communauté ou non, que les gens se déplacent dans notre communauté si c'est nécessaire et non pas, on se bute à des enjeux qui sont financiers constamment. Dans ma pratique, ça prend vraiment une grosse place là, pour les membres des communautés de devoir expliquer les règles, justement. Vous dites, c'est quoi qui cause? Ça, c'en est un exemple justement, de ce qui occasionne ces frictions-là que Mme Volant expliquait tantôt. Ça peut passer pour de la mauvaise volonté des communautés de ne pas vouloir offrir un service ou parce que, justement, tout est une question de financement. Je passe du temps, vous n'avez même pas idée combien de temps je peux passer pour démêler une histoire pour un paiement d'un suivi psychologique ou des choses comme ça, là, plus anodines, là, que je ne devrais pas avoir à me questionner là-dessus. Mais ça reste des enjeux pour les enfants des Premières Nations puisque c'est 2 paliers gouvernementaux différents. Notre bailleur de fonds est fédéral. Ça fait 2 fois que vous faites référence, puis je ne suis pas sûre que je vous envie, justement, quand vous dites vous n'avez pas idée le temps que je passe à remplir des papiers ou à démêler des papiers. Puis vous avez dit en introduction, vous n'avez pas idée, il faut que j'apprenne les noms des 208 enfants en protection de la jeunesse parce qu'on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas accès à PIGE. Il me semble que à travers un peu ce découragement, enfin, vous n'avez pas l'air si découragé, mais ça a l'air de vous prendre bien du temps. Il me semble que vous offrez la solution en même temps que vous exposez le problème, non? D'avoir accès aux mêmes outils que certains cadres peuvent avoir. Vous dites on est un conseil de bande, alors on n'a pas accès à ça. Il me semble que ça doit être assez irritant. Bien, c'est certain que dans la pratique, c'est irritant, surtout que la solution est là, facile, accessible. Tu sais, dans les faits, on pourrait signer des ententes de confidentialité. Par exemple, pour PIGE, je fais partie d'un ordre professionnel. Moi aussi, là, je suis assujettie. Je peux pas nécessairement aller voir n'importe quel dossier d'un enfant au même titre que un de mes confrères du CIS ne le ferait pas non plus. Tu sais, dans les faits, à ce niveau-là, effectivement, c'est frustrant. Par contre, on le fait pour les enfants de notre communauté. Vous savez, c'est pour ça qu'on reste dans cette pratique. Est-ce que vous êtes en train de dire, notre présidente va aimer ça beaucoup, que vous avez un obstacle de plus
que tous les autres ont déjà par rapport à la confidentialité. Vous dites, je suis membre d'un ordre, je peux respecter les mêmes règles de confidentialité que mon collègue qui est membre d'un autre ordre, mais vous avez l'air de dire que le fait d'être dans votre structure à vous, entendons peut-être conseil de bande, je ne sais pas, là, vous avez un obstacle de plus à la confidentialité. Bien, dans les faits, c'est ce qu'on nous explique, c'est qu'on n'a pas accès aux accès cadre pays, justement parce qu'on n'est pas employé du ministère, on ne travaille pas pour un CIS ou un CIUS. Dans la loi, ce serait écrit. Par contre, je ne pourrais pas vous dire où. Là, j'attends toujours qu'on me précise où c'est écrit. Mais moi, je poursuivrais par rapport à une des questions qu'on vous a dit quand on fait le petit plus. Il faut comprendre aussi que quand tu as des familles vulnérables, puis que ces familles-là sont nombreuses, puis qu'on a 4-5 enfants, puis qu'on est un intervenant dans son bureau, puis qu'on attend un client, moi, tu sais, un parent, puis qui doit prendre une gardienne. Les intervenants doivent se déplacer, puis ça, c'est ce que nous demandons à nos intervenants, de se déplacer sur place, parce que c'est déjà des enjeux, même pour la clientèle, de pouvoir s'assurer de faire les suivis auprès de nos intervenants. Fait que, tu sais, il faut avoir une sensibilité pour les familles. Il faut se déplacer parce que, tu sais, on n'a pas tous les mêmes moyens, puis surtout quand on est dans des conditions socio-économiques difficiles, bien, il faut avoir ça en ligne de compte. Puis des fois, c'est perçu comme de la non-collaboration. Le parent ne s'est pas présenté au rendez-vous, il ne collabore pas. Mais il faut prendre aussi en considération sa situation de vie et familiale. Puis c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Merci. Merci. On va poursuivre avec Lise Lavallée. Juste une précision. Tout à l'heure, j'avais parlé d'une entente que vous tentez de signer avec le ministère depuis 4 ans. Non, Ce n'est pas une entente, c'est, je vous dirais, on a eu des accès cadres il y a quelques années suite à une demande que nous avons faite au DPJ qui est plus là présentement. Mais lorsqu'on a voulu faire une formation pour avoir des accès optimaux, pour bien maîtriser, je te dirais, le système, bien, ce qu'on s'est rendu compte lors des formations, c'est que on n'avait pas des accès cadres qui... Puis, tu sais, quand on travaillait avec cette personne-là, elle nous disait, bien là, tu es en mesure de faire ça, de sortir les charges de cas par intervenant. Puis là, on disait, bien nous, on n'arrive pas, fait qu'on va faire la formation. Fait que tout ça, pour se rendre compte que quand on s'est déplacé pour cette formation qui durait une journée, on n'avait pas les accès. Fait qu'on nous a présenté une entente, sauf que, tu sais, il faut comprendre aussi, dans l'entente qui a été proposée, c'est qu'on nous demande d'avoir d'utiliser le courriel du CIS. Mais moi, je ne suis pas une employée du CIS, je suis une employée de mon conseil de bande, tu sais, pour pouvoir avoir accès limité, là, puis même pas des accès cadres. Donc, tu sais, c'est sûr que ça, tu sais, à un moment donné, quand on te présente des alternatives, bien, tu finis par lâcher prise parce que tu vois que, tu sais, il n'y a pas toujours de la bonne volonté à ce niveau-là. Puis ça fait en sorte que les ententes, quand il y a des ententes, c'est de manière unilatérale. C'est pas genre on va s'entendre ensemble. C'est moi je te présente mon entente et voici comment ça se passe. T'sais. C'est pas on se bute justement à ce type de situation-là lorsqu'on a à s'entendre avec nos partenaires. Donc ça augmente aussi la difficulté. Puis c'est sûr que tu sais on veut être considéré comme des gens qui sont capables de faire la pratique. Il y a très longtemps qu'on fait les responsabilités qu'on a ici à Ouachat. Donc, on veut que la confiance aussi soit aussi optimale et présente. Puis, tu sais, nous, on est toujours ouverts tu sais, à recevoir des commentaires, et, sauf que des fois, c'est pas toujours l'ouverture que l'on constate dans nos réalités là, professionnelles. Puis, après 4 ans de patience, sentez-vous que ça s'en vient ou il n'y a pas d'espoir encore?
Bien là, il y a un espoir, mais là, l'espoir vient des obligations qu'il y a pour re-signer les ententes, parce que moi, j'ai fait aussi partie de la consultation des ententes bipartites. C'est sûr que là, tu sais, il y a probablement des gens qui se sentent pressés par le temps, puisque après 2 ans des dernières modifications, les ententes devaient toutes être signées. Sauf que faut comprendre que la situation sur la Côte-Nord, il y avait des ententes qui étaient existantes, mais suite à des difficultés, je vous dirais, d'ordre financier, qui fait en sorte qu'on n'a pas les accessibilités d'informations quand on est surfacturé ou facturé, je dirais. Ça a fait en sorte que les communautés, bien, je vais parler pour la mienne, n'a pas re-signé d'entente, là, parce que c'est sûr que moi, si je veux